Ça fait qu'aujourd'hui, vous êtes ici pour entendre une conférence qui va être prononcée par Maurice Basque. Avant d'introduire Maurice, je voudrais juste vous mentionner, pour ceux qui s'en ont peut-être pas perçu, quand vous rentrez dans la bibliothèque, à droite, à gauche en sortant, vous allez voir qu'il y a une petite exposition qu'on a installée là avec l'assistance de Maurice pour le choix des livres. Puis l'exposition de livres qui est là est en lien avec la conférence d'aujourd'hui, les Acadiennes et la Journée internationale des droits des femmes. Fait qu'on vous invite à jeter un petit coup d'œil sur la petite exposition en sortant de la conférence aujourd'hui. Puis autre que ça, vous le connaissez probablement tous déjà. Mais Maurice, comme vous le savez, est historien, conseiller scientifique ici à l'Université de Moncton, travaille pour l'Institut d'études acadiennes. Et il a été le premier directeur de l'Institut, ainsi que l'Institut, le directeur des études acadiennes de l'Université de Moncton, alors le centre d'études qui est au sous-sol de la bibliothèque Champlain ici. Maurice est auteur et co-auteur de plusieurs livres et articles de revue. Il a également participé à plus d'une vingtaine de films documentaires sur différentes réalités acadiennes, et a reçu le prix France-Acadie, catégorie sciences humaines. Ancien président du Conseil consultatif de l'Ordre du Nouveau-Brunswick et de l'Association d'études canadiennes, il a été fait chevalier des palmes académiques et chevalier des arts et lettres par la République française. Maurice Basque est aussi chroniqueur à l'émission L'heure de pointe à la radio de Radio-Canada Acadie. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Maurice. On a mis la fin au bout. C'est vraiment le maximum j'avais baissé la température dans le local. Je savais qu'il allait faire chaud s'il y avait beaucoup de monde qui allait venir. Ça fait, j'espère que vous n'aurez pas trop chaud. Mais on a fait notre possible pour rendre ça aussi confortable que possible aujourd'hui. Alors, moi, je m'appelle Nathalie. Je suis bibliothécaire ici à la Bibliothèque Champlain et membre du comité culturel de la bibliothèque qui a organisé la conférence aujourd'hui en collaboration avec le Théâtre Escouette. Alors, sur ce, je laisse la parole à Maurice et bonne conférence tout le monde. Merci beaucoup. Merci de vous être déplacés en si grand nombre pour commémorer cette journée du 8 mars. Comme le disait Nathalie, c'est une présentation, c'est une causerie offerte en parallèle, si je vais utiliser encore une fois l'expression off-Broadway, de la nouvelle pièce d'Herménégilde de Chiasson, que je salue, Winslow, qui est présentée par le Théâtre Escouette, où nous avons la directrice que je salue également, Marcia Babineau, et l'équipe, les comédiens, comédiennes et l'équipe de Winslow sont ici avec nous aujourd'hui. Donc, c'est un peu spécial. Je remercie la bibliothèque Champlain lorsque je voyais qu'il n'y avait pas vraiment d'activités d'organiser sur notre campus pour le 8 mars. Je me suis dit, tiens, si je donne à nouveau cette présentation, cette causerie en fin de journée à Bouctouche. Donc, je me suis dit, bon, ben, vu qu'elle serait prête pour Bouctouche, ça peut peut-être, je vais comment on dit, quand on fait un premier spectacle, on va le roder à Moncton avant d'aller le présenter à Bouctouche en fin de journée. L'intérêt pour l'histoire des femmes me vient probablement de ma grand-mère paternelle, ma grand-mère basque née Savoie. Pour l'histoire, peut-être tout court, ma grand-mère, comme beaucoup des femmes de sa génération, elle est née en 1900, elle est décédée en 2000. Si elle avait vécu quelques mois de plus, elle aurait réalisé le rêve de Jeanne de Valois. Elle aurait vécu dans 3 siècles, parce que naître en 1900, ça veut dire qu'elle est née au 19e siècle. Si elle avait fait jusqu'en 2001, et quand je lui ai dit, mais mère, vas-tu le faire? Parce qu'elle avait toute sa tête. Elle a dansé le jour de son 100e anniversaire au mois d'avril 2000. Elle aimait beaucoup, beaucoup la danse. Elle a été mariée avec un homme qui ne dansait pas du tout. S'il y a une résilience, ça y est, 53, 54 ans. Quand mon grand-père est mort, elle a dit, tu sais, Maurice, je n'aimais vraiment pas ton grand-père. C'était ce genre de mariage à l'époque. Ses parents lui avaient dit, tu sais, Caroline, que tout le monde appelait Catherine, Maurice, mon grand-père, je porte son prénom comme le prénom de son père. Tu dois être, il y a une ferme, tu vivras correct. Nous, on n'a pas assez d'argent. Ça fait qu'elle a été, comme beaucoup de ces femmes, en Acadie également, dans des mariages, peut-être pas si organisés que dans d'autres cultures, mais quand même certainement pas son choix.
Elle a quand même trouvé beaucoup plus tard ce qu'elle appelait ses chums, mais c'est la première chose, le premier critère qu'elle regardait dans un homme, c'est s'il avait une voiture pour de la conduire à la danse de l'âge d'or. Mais plus sérieusement, ma grand-mère, l'été, on prenait des marches, moi je suis de Tracadie, et la ville au milieu un problème. Et on prenait des marches l'été, ce qu'on appelait à la pointe de Pré. C'est un long morceau de terre où mes ancêtres, Michel Bastarache, qui avait été avec sa famille l'une des victimes du Grand Dérangement, était venue s'installer à Tracadie. Et elle me racontait, elle me disait ce que sa belle-mère lui avait raconté au sujet du Grand Dérangement. Le premier hiver qu'ils avaient passé dans cette terre, sur cette terre à Tracadie, ça aurait été dans les années 1784. Donc il y avait toute cette mémoire orale qu'elle avait gardée. Ça me surprenait toujours quand on disait par la suite que les Acadiens n'avaient vraiment pas regardé grand-chose du Grand Dérangement en termes de mémoire. Il n'y avait pas de chanson, mais la chanson, la complainte, n'est pas la seule production finalement qu'on peut créer pour garder un souvenir vivant. Placide Godette le savait bien lorsqu'au début du 20e siècle, elle a tellement interviewé de gens qui avaient justement une mémoire de ce qui était arrivé à leurs arrière-grands-parents durant le Grand Dérangement. La déportation des Acadiennes, je remercie Guillaume Le Breton du théâtre L'Escaouette qui a fait et qui a pensé à cette affiche. Elle est anachronique, mais je l'aime bien quand même parce que ça montre finalement au XXe siècle cette force des femmes, hein, les femmes qu'on qualifie en temps de paix comme étant les premières responsables du foyer domestique, donc qu'il faut demeurer à la maison, qu'elles n'avaient pas à occuper la place publique, mais en temps de guerre, tout d'un coup, elles étaient en mesure de travailler dans des usines de fabrication de munitions, donc comme des hommes, avec une valorisation finalement de leur force physique, hein, Rosie the Riveter, et que ça représente aussi la résilience finalement de ces femmes fortes qui ont été marquées par les nombreux déplacements, les nombreux exils, les nombreux défis, des malheurs également qui ont sévi durant les années du Grand Dérangement. Lorsqu'on parle du Grand Dérangement au féminin, on ne peut pas s'en échapper, surtout les femmes. Elles continuent de marquer l'image que le Grand Dérangement, bon, ça a été terrible, mais lorsqu'on visite Grand Pré, dont je salue les membres du comité qui font la promotion de Grand Pré, c'est un très bel endroit, Grand Pré, lorsqu'on le visite, et tout en fleurs et tout. Ça peut aussi donner à des gens qui connaissent un peu moins l'histoire cette idée que c'était peut-être pas si grave. On a fait le même commentaire dans l'Ouest canadien, dans ces camps où on a interné les Japonais durant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, ces camps, certains sont ouverts au public. Ce sont devenus de très beaux endroits avec des fleurs et tout. Donc, quand on les visite, on a comme... on n'est pas vraiment plongé dans l'esprit des défis, des grandes difficultés que ces gens ont eues, en parlant des Japonais. Même chose ici pour les Acadiens. C'est une autre façon de présenter l'histoire. Et c'est un personnage de fiction qui domine très souvent cet horizon. Barry Ancelet, notre collègue ethnologue de l'Université de la Louisiane à Lafayette, va dire finalement que Évangeline elle a volé l'histoire des Cajuns, c'est-à-dire qu'elle s'est imposée dans l'univers historique comme personnage de fiction aux dépens des vraies personnes, de la communauté Cajun, de leur vrai parcours historique, de leur passage finalement ici-bas, et que même des recherches, des publications, des thèses, etc.,
qui veulent jeter beaucoup plus de lumière ou de nouveauté sur les différentes expériences des hommes et des femmes au moment du Grand Dérangement, ont quand même aujourd'hui à rivaliser finalement, presque à combattre avec cette image. Elle n'est pas la seule, bien sûr. J'aime beaucoup cette... c'est la première fois que je vois Pélagie représentée dans un roman, dans cette édition-là. C'est pas tout à fait l'image que j'en avais. Elle a quand même une coupe de cheveux assez intéressante pour quelqu'un qui a parcouru des années et elle n'a pas beaucoup de rides. Elle a dû arrêter en cours de route. Il y avait peut-être des sports à un moment donné sur la route. Ou qu'elle avait déjà les poches de thé pour... mais plus sérieusement, Pélagie la Charrette, donc l'univers d'Antonine Maillet, hein, une bonne partie de l'œuvre d'Antonine Maillet, c'est vraiment pour combattre un peu cette idée d'évangéline, de femme qui demeure une vierge jusqu'à la fin, qui n'enfante pas, qui est un personnage très romantique. On propose au contraire dans Pélagie une femme qui est plutôt très incarnée, qui est une leader, qui mène son peuple vers la terre promise et qui ne veut certainement pas mourir, être associée aux Américains en terre d'Amérique, mais plutôt à la renaissance de cette Acadie qui a lieu après les difficiles années du Grand Dérangement. Ici encore, c'est la littérature qui impose ce mythe que l'on circule beaucoup au XVIIIe siècle à bord, sur la côte atlantique, à bord de charrettes ou de chariots, alors qu'en réalité, on utilise surtout les voies fluviales ou encore les voies côtières. Hein. Si les Acadiens, Acadiennes, ceux et celles qui ont tenté de revenir en Acadie après leur expulsion, elles et ils l'ont fait surtout à bord de goélettes, à bord de canots. En charrette, on serait encore rendu probablement aux frontières du Massachusetts à l'époque. Si on se plaint de la qualité des routes aujourd'hui, on peut imaginer ce qu'était la charrette. C'est bien sûr la charrette de la vie, c'est un symbole où on peut ajouter beaucoup de gens en cours de route, et c'est cette femme très forte, très résiliente, on pourrait dire, qui a la parole. C'est peut-être la seule femme de l'époque coloniale acadienne qui est connue, c'est Françoise Marie Jacquelin, Madame Latour, des différentes représentations, et une comédienne qui l'a jouée dans le film d'Herménégilde Chiasson, Marcia Babineau, qui a joué Françoise Marie Jacquelin dans le film qu'Hermé a fait avec la même passion, Madame Latour. À l'embouchure de la rivière Saint-Jean, celle qui défend son fort vers le milieu du XVIIe siècle en l'absence de son mari contre le méchant Charles de Menou-d'Aulnay qui vient les assiéger, compétition entre seigneurs, entrepreneurs pour le commerce des fourrures à l'époque, pour la gouvernance, pourrait-on dire, de l'Acadie coloniale également. Elle meurt quelques jours après avoir été capturée, prisonnière, comme ses collègues dans le fort. Elle a donné, sa vie a inspiré à la fois des artistes, des illustrateurs, des films, beaucoup de romans, des pièces de théâtre. Dans la première partie du XXe siècle, beaucoup d'écrivains du Canada anglophone ont consacré finalement des textes à ce personnage qui était un peu, aux yeux de ces auteurs, plus grand que nature. Elle a été aussi la critique de ceux à l'époque qui, comme Émile Louvrière, soutenaient Charles de Menou-d'Aulnay, qui va traiter Françoise Marie Jacquelin de virago, hein, un terme qu'on utilise un peu moins aujourd'hui, genre de tomboy finalement, de femme masculine, alors que pour la majorité, elle était plutôt considérée, surtout dans une époque, même la nôtre aujourd'hui, qui était en manque d'héroïnes, de femmes célèbres, entendons-nous, courageuses, et elle était tout à fait
comme on dirait en Acadie, la femme poua. La femme poua. On disait peut-être pas ça au Taoujagat, mais à Tracadie. On finissait beaucoup avec des pois. John Winslow. On arrive à Grand-Pré. Le personnage principal de la nouvelle pièce d'Herménégilde Chiasson. Un personnage de tous les officiers britanniques qui ont pris part à l'exécution du Grand Dérangement, qui ont été responsables des opérations militaires de déplacer finalement de force la population, d'aller chasser celles et ceux qui s'étaient enfuis. Il est peut-être, je ne dirais pas le plus sympathique, mais il est certainement le plus, je dirais, connu en raison, entre autres, d'un journal très détaillé qu'il a laissé. Comme beaucoup de militaires à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, les militaires laissent des journaux sur les officiers très détaillés de leur campagne, avec beaucoup de commentaires. Ils vont garder peut-être de temps en temps leur correspondance. Winslow, de temps en temps, non seulement écrivait beaucoup dans son journal, mais de temps en temps se laissait aller à des réflexions, des commentaires un peu sur le travail qu'il était obligé de faire. Il faut s'entendre que Winslow, comme Robert Monckton, ne sont pas ceux qui ont imaginé, qui ont conçu le plan du Grand Dérangement. Ils sont des... Bon, Winslow, c'est quelqu'un qui est né au Massachusetts, c'est quelqu'un qui est originaire d'une famille de la classe ou du groupe des élites de la Nouvelle-Angleterre. Il a déjà 2 de ses ancêtres qui ont été gouverneurs du Massachusetts. Il est donc quelqu'un, c'est un homme comme d'autres de son groupe social qui vont joindre les rangs soit de la milice provinciale ou coloniale et dans son cas même devenir incorporé finalement dans l'armée britannique. Winslow est souvent en querelle avec un autre officier, Robert Monckton, qui lui est un Britannique, qui lui appartient à ce groupe, à cette catégorie sociale en Grande-Bretagne, qui sont députés presque d'office à la Chambre des communes. Les Monckton, on a encore aujourd'hui qui sont présents. Il y a un Lord Monckton à la Chambre des Lords, je pense, qui refuse les idées des changements climatiques. Donc, on est, je vais dire qu'il y en a encore un qui n'est pas vraiment du bon côté de l'histoire. Mais c'est un Monckton également, un avocat, un haut fonctionnaire britannique qui a été un des négociateurs de la partition au moment de l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, la naissance dans ces 2 États. Famille qui, comme ces familles aiment dire, qu'ils offrent des grands serviteurs de l'État finalement, presque de père en fils. Pour l'histoire des femmes, et en partie grâce au travail très précis que le poète Serge Patrice Thibodeau a fait lorsqu'il a traduit le journal de Winslow, Serge Patrice Thibodeau est probablement l'un des premiers à s'être intéressé particulièrement, à consacrer des pages à ce qu'il est advenu des femmes, des filles à Grand-Pré précisément, un peu à l'extérieur aussi. Avant, on allait assez rapidement sur, lorsqu'on parlait du Grand Dérangement, sur cette dimension-là. C'est certain que à chaque fois qu'il y a, hier comme aujourd'hui, les régions où il y a de la guerre, où il y a des conflits, les femmes et les filles sont toujours des victimes potentielles, même de la part d'hommes qui sont de leur camp, de leurs alliés. Hein. On passe rapidement sous silence ce que des soldats américains font lorsqu'ils libèrent la France durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce que ça voulait dire pendant toute l'histoire en Europe, comme historien, historienne, on le voit, lorsque l'État vous oblige de berger des soldats chez vous, des soldats de votre côté,
ces soldats-là, à l'endroit des femmes et des filles, n'ont pas le comportement qui est toujours souhaité. Et on a dans d'autres ouvrages ce qui arrive, on prend une expression classique de ce qui arrive aux filles de Priam après la prise de Troie par les Grecs, c'est-à-dire des viols. C'est-à-dire que on en parle beaucoup aujourd'hui de la violence physique et sexuelle à l'endroit des femmes. À l'époque, elle est, je dirais pas banale, mais elle est très commune quand même, toujours dans ces moments de guerre, de conflit, de présence de militaires. Et encore pire, lorsque les femmes et les filles vont être séparées de leurs maris, de leurs frères, des hommes de la famille. Donc, elles sont comme des cibles vues comme étant encore plus faciles. Serge Patrice Thibodeau, dans son ouvrage, va nous faire part de plusieurs passages, voire jusqu'à la capture, la prise d'une femme, finalement, comme butin de guerre, d'une Acadienne, par des soldats. Et on ne sait pas ce qui arrive avec elle, on peut seulement imaginer ce qui arrive avec elle. Le grand dérangement, dans un premier temps, les Britanniques veulent mettre la main sur les hommes de 16 ans en montant, c'est-à-dire ceux qui sont en mesure de porter les armes. À ce moment-là, quand ils vont apprendre que c'est ça qu'ils veulent, que les autorités britanniques veulent faire, une bonne partie des hommes vont fuir, laissant derrière les femmes, les enfants, les vieillards, les malades, il y en a beaucoup, des gens avec des handicaps, on en parle moins en histoire, mais il y en a aussi. Quand des Britanniques, les soldats arrivent dans des maisons, ils vont de temps en temps, voire souvent, retrouver des attroupements de femmes, d'enfants et de vieillards, donc sans défense. Winslow, dans son journal, pour le dire de façon un peu crue, ça l'agace beaucoup. Il prévoyait au départ, comme d'autres autorités, comme d'autres officiers britanniques, presque une opération propre. On allait prendre la population, leur expliquer que leurs biens étaient confisqués, les mettre, les faire monter à bord de ces bateaux et les expédier dans les colonies, dans les 13 colonies anglaises de la façade atlantique. Ça ne s'est pas déroulé comme ça. Et Winslow fait des commentaires de temps en temps, surtout lorsqu'on trouve ces femmes, ces enfants, ces vieillards cachés. Qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, il faut courir après, il faut finalement les pourchasser. Un autre officier britannique, Winslow fait ça pour grand près, un autre officier britannique qui est responsable, lui, de la région de Port-Royal, Annapolis Royal, John Hanfield, écrit à Winslow pour dire qu'il partageait avec lui cet état d'âme, finalement, presque, que d'être obligé d'utiliser une force qu'il n'avait pas pensée au départ à l'endroit d'une population civile, mais féminine ou âgée, finalement. Donc, sans dire qu'on a connu en Acadie coloniale, dans les années du Grand Dérangement, les drames épouvantables qu'ont connus beaucoup plus récemment des milliers de femmes dans les Balkans, dans les guerres des Balkans, il y a quand même en Acadie une certaine violence qui est faite au moment du Grand Dérangement à l'endroit de plusieurs femmes et de plusieurs filles aussi, sans compter les nombreux défis, si on peut les appeler comme ça, qui vont attendre des femmes mariées devenues veuves, seules avec des enfants à charge, des vieillards également qu'il faut transporter, qu'on ne veut pas abandonner. Quand on connaît aussi à l'époque la définition de la famille, on a toujours cette histoire, je pense, d'un vieux Leblanc qui est en train de mourir et qui se plaint de ne pas avoir sa famille autour de lui. Mais à l'époque, le concept de famille chez les Acadiens, c'est pas seulement son épouse, ses enfants et ses petits-enfants, c'est vraiment toute la famille, comme un clan. Alors de temps en temps, quand on dit oui, c'est vrai, il y a des moments où on a séparé des familles, mais il faut voir ce qu'on entendait par famille finalement.
sans mauvais humour, on ne pouvait pas tous avoir les Leblanc dans 2 ou 3 bateaux. Des gens, quand même, Simone, franchement, fallait avoir des familles. C'était vraiment ce que Giovanni Levi, un historien italien, appelle des espèces de fronts de parenté, où à l'époque, les 2e, 3e et 4e degrés comptent également lorsqu'on est en train de se représenter la famille à laquelle on appartient. Pour poursuivre aussi que Herménégilde, Evangeline Beach, An American Tragedy, des œuvres qui ont continué à inspirer ce que les Américains, et on le savait avant qu'on ait des ouvrages contemporains, que essentiellement une bonne partie du travail d'exécution du grand dérangement, ça a été fait par des gens de la Nouvelle-Angleterre, hein, parce qu'on appellerait aujourd'hui des Américains, et que les Britanniques nés en Grande-Bretagne sont là aussi, mais c'est quand même 2 groupes. Dans l'historiographie, souvent, on a voulu, chez les Américains, comme beaucoup blanchir la participation américaine, hein. Mon bon ami Warren Ferrand, l'avocat de la Louisiane, de Lafayette, a passé des années à courir après Sa Majesté pour qu'elle s'excuse. Il aurait pu aussi aller du même côté, peut-être, de la Maison-Blanche pour avoir des excuses doubles, parce que ça, en quelque part, perpétué cette idée que c'était juste la Grande-Bretagne, alors que du côté, par exemple, de quelqu'un qui est un des grands artisans du grand dérangement, William Shirley, gouverneur du Massachusetts, ça faisait bien l'affaire également du grand lobby de pêche du Massachusetts, de ceux qui voulaient installer le surplus de population du Massachusetts, qui à l'époque est presque en crise économique, sur des terres qui étaient relativement voisines, qui étaient à leurs yeux propriété de l'Empire britannique, qui étaient peuplées par des paysans de langue française, surtout des catholiques récalcitrants qui ne voulaient pas prêter de véritable serment d'allégeance à la couronne britannique. Ce sont d'ailleurs du Massachusetts que sont venus les premiers qui ont remplacé les Acadiens et sur ces terres. Déjà, Shirley en avait discuté de cette possibilité et lors d'une expédition en 1744, vous avez un franco-acadien, un officier, François Dupont du Vivier, dont la mère est acadienne, est une d'Entremont. Il va arriver en Acadie et il va dire à ces gens, aux Acadiens qui l'écoutent, si vous ne... Bon, je le connais par cœur, la citation quand même. À un moment donné, il faut que je me fasse pousser les ongles, peut-être. François Dupont du Vivier va rencontrer des Acadiens qu'il juge un peu naïfs en disant, bon, ben, on vit sous autorité britannique, il n'y a pas beaucoup de difficultés, on a nos prêtres, on peut faire ce qu'on veut. Dupont dit, si vous continuez comme ça, il ne faut jamais faire confiance à des Anglois, des Anglais qui sont cruels et qui vont finir par vous envoyer au fond des terres de la Nouvelle-Angleterre. Alors, il le dit ça 11 ans avant le début du grand dérangement de la déportation. Ça veut donc dire que cette idée n'est pas une idée qui est derrière porte close, que ça circule, qu'on le sait déjà, et qu'on est... Mais entre une rumeur qui circule et la mettre à exécution, c'est autre chose. Mario Doucette, que je salue, qui est présent ici également, qui nous a récemment présenté un super livre de ses œuvres, qui est beaucoup inspiré par l'histoire. J'aime en particulier celle où les Écossais déplacent des Acadiens pour jouer au curling, finalement. Ici, c'est sa représentation d'une toile très connue, la toile d'Henri Beau, avec Évangeline au centre. Une toile qui a été et qui est toujours très utilisée pour représenter les épisodes du grand dérangement, mais toujours avec un personnage de fiction. La toile de Craig également, les deux sont dans l'exposition permanente
du musée acadien. Ces femmes, on les connaît dans le Grand Dérangement, on n'en connaît pas énormément. On dirait peut-être la même chose des hommes. On sait par exemple qu'au Massachusetts, on retrouve des requêtes, certaines femmes, des veuves, des femmes seules, qui vont adresser Eleanor Thibodeau, jeune veuve seule avec ses 5 enfants, demande la permission de faire venir sa nièce pour l'aider. Marguerite Doucet, très malade à Boston, demande d'aller vivre auprès de son frère à Newburgh, au Massachusetts. Si vous regardez une carte du Massachusetts, je pense à mon collègue, l'historien américain Jeffrey Plank, il a réalisé une carte du Massachusetts avec tous les noms de villes et de villages qui ont accueilli des Acadiens et des Acadiennes au moment du Grand Dérangement, mais c'est presque tout le Massachusetts connu de l'époque qui en a. C'est donc un moment où ça n'a pas passé inaperçu, où le gouvernement envoyait dans les petites villes, les municipalités, et leur donnait la responsabilité de payer pour le bien-être de ces Acadiens, de ces Acadiennes, à même les taxes perçues finalement par la municipalité. Ça ajoutait beaucoup à la, je dirais, au budget. Ça n'aidait pas beaucoup non plus la sympathie publique à l'endroit des nouveaux arrivants, comme on pourrait les appeler à l'époque. Donc, dans des moments de crise économique où on regarde les gens qui viennent ajouter finalement un certain poids fiscal. L'historienne Adeline Vasquez-Parra a réalisé une thèse de doctorat très intéressante sur le sujet de la bienfaisance, c'est-à-dire des activités de l'accueil qu'on a réservé aux Acadiennes et aux Acadiens au moment du Grand Dérangement en Nouvelle-Angleterre. Et elle a publié ce livre en décembre, donc il y a quelques mois, à partir de sa thèse « Aider les Acadiens, bienfaisance et déportation » de 1755 jusqu'à 1776. Et qu'elle nuance beaucoup. Dans certains cas, les gens vont se dire, les habitants du Massachusetts, comme chrétiens, on se doit aussi d'aider des chrétiens, même s'ils sont des catholiques, des papistes, faut quand même les aider. On a aussi une nuance sur les enfants qui sont arrachés aux familles. Très souvent, on le savait déjà, les responsables de l'aide pour les indigents, pour les pauvres, et ils le faisaient avec d'autres familles. Lorsqu'une famille n'était pas en mesure de subvenir à ses besoins, encore aujourd'hui, jusqu'à un certain point, l'État, représenté par ces gens, prennent les enfants pour les placer ailleurs comme des apprentis. Certains reviendront dans leur famille, d'autres pas. D'autres seront adoptés par les nouvelles familles. Mais ça crée souvent, on peut comprendre, des crises qui sont de temps en temps visibles dans ces requêtes par les pères, mais également par les mères qui voient leur famille diminuer, mais non seulement diminuer, perdre des membres, arrachés de force finalement. Ce qui a beaucoup contribué à cette image qui n'est pas fausse, mais qui n'est pas entièrement, je dirais, vraie dans tous les contextes, que les familles ont été séparées et que les enfants ont été arrachés. La très grande majorité des familles que l'on voit ont malgré tout pu garder une unité, de se garder ensemble malgré les obstacles, malgré les différents contextes qu'ils devront affronter. Deux autres, bien sûr, responsables, Charles Lawrence, qui était lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, qui deviendra gouverneur. Lawrence a passé une partie de sa vie à combattre les Français en Europe continentale, dans l'armée britannique, qui a été blessé à une des grandes batailles que les Britanniques ont perdues, la bataille de Fontenoy. Lawrence, il est, je pense, sans réserve, quelqu'un qui voit les Acadiens comme étant
des adversaires, des gens en qui on ne peut pas avoir confiance. Donc, quelqu'un qui est vraiment un militaire, mais à la dure. Donc, il est sans concession, en quelque part, pour chasser de la Nouvelle-Écosse, de la population acadienne dans son ensemble, quoique Stephen White, le grand généalogiste acadien, trouvait qu'il y a quand même pas si longtemps, qu'il a quand même donné, Lawrence, à quelques familles acadiennes la permission de demeurer en Nouvelle-Écosse du côté plus que du Cap-Breton, ce qui est vraiment une exception. Robert Monckton, plus connu bien sûr dans notre institution, où on n'a pas encore de statut de lui. Peut-être un projet collectif qu'on pourrait faire. Mais on a des toiles de lui. Mario Doucet, dans son livre, a des toiles assez amusantes de Robert Monckton. Robert Monckton, ce Britannique qui sera responsable de la capture du fort Beauséjour, qui verra également à l'expulsion des premières familles, hein, le grand dérangement. La déportation comme telle, dans son exécution, ne commence pas à Grand-Pré, commence au fort Beauséjour, pour ensuite se continuer à Grand-Pré. Robert Monckton, lorsqu'il va être responsable en partie de nettoyer la rivière Saint-Jean de la présence acadienne, va rencontrer différentes familles acadiennes sur son passage. C'est d'ailleurs, par exemple, à la destruction de, ici c'est Grimross, qui n'est pas loin de Fredericton, qui était un village acadien. Quelques officiers britanniques maniaient bien le crayon, et on a ici probablement la seule représentation par quelqu'un de l'époque de la destruction d'un village. Lui, il était là, il était témoin, il en a fait un dessin. C'est dans la région de Sainte-Anne des Pays-Bas, Fredericton aujourd'hui, où pour les femmes, c'est l'un des incidents probablement les plus cruels. Hein, pour faire sortir les Acadiens qui étaient en forêt, on a maltraité et tué des femmes et des enfants pour que les hommes sortent du bois, pour les capturer, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc ils étaient, on peut voir dans certains cas, ce qui n'était pas la norme. Sur la rivière Saint-Jean, on a beaucoup utilisé des hommes, des militaires qui n'étaient pas nécessairement dans la milice ou dans l'armée, et ça a longtemps marqué. On a des descriptions d'hommes qui ont vu cet événement-là dans les bois. Ils ont écrit après pour ne pas être capable. Donc, est-ce qu'on sacrifie la famille pour demeurer vivant, sachant ce qui va arriver? Parce qu'il faut savoir que le grand dérangement, ce n'est pas seulement 55. Plus on avance dans le temps, jusqu'en 63, plus les mesures sont très très dures, plus les Britanniques jugent que les Acadiens ne sont pas seulement des sujets récalcitrants, sont vus de plus en plus comme étant des rebelles, des traîtres, des ennemis. Donc ça change la stratégie utilisée, ça change les méthodes de traitement des captures. On devient sur la Saint-Jean, comme dans la région de Popnico, beaucoup plus dur à l'endroit des gens qu'on va capturer. Donc, quand on pense à cette idée de Grand-Pré, les hommes dans l'église, les femmes à côté, je répète toujours que ce n'est pas un génocide, parce qu'un génocide, on les aurait tués, tout le monde. Ils n'avaient pas de fusil, hein, à Grand-Pré surtout, ils avaient donné leur fusil. Dire non, on n'est pas... donc, on aurait mis le feu à l'église, comme on a fait et comme on fait encore ailleurs aujourd'hui, dans des cas de guerre civile. Donc, c'est un déplacement forcé, c'est certain, mais ça n'a pas cette connotation, je dirais, qu'on a vécu, qu'on avait déjà vécu avant et qu'on a vécu ailleurs. Donc, sur la rivière Saint-Jean, il y a je vais juste
pour aller un peu plus rapidement. On a ici Jonathan Belcher, qui est le juge en chef de la Nouvelle-Écosse, avec sa perruque bien préparée. Le premier juge en chef de la Nouvelle-Écosse, c'est lui qui va dire que la déportation, c'est légal. Il va donner l'avis juridique. Donc, on peut aller de l'avant à partir de juillet 55. Des historiens du droit, par la suite, notamment Jacques van der Linden, vont dire il y a beaucoup de failles dans son jugement, mais à l'époque, c'était le jugement. Et William Shirley, l'un des grands responsables, cet avocat britannique, gouverneur du Massachusetts, qui pense à l'expulsion, à la planification de ce déplacement forcé des Acadiens, au moins depuis les années 1740, et qui est encore en poste en 55. D'ailleurs, Lawrence est un peu son client, entre un lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, qui est vraiment une petite colonie de périphérique, et le puissant Massachusetts à côté. On s'imagine bien qui est le plus influent, qui a le plus de marge de manœuvre également avec des décisions. Quand Robert Monckton vient ici, je vais vous donner des cas plus, je dirais, individuels. Robert Monckton va remonter avec ses troupes le fleuve Saint-Jean, le nid d'aigle ici, Belle Isle aujourd'hui, baie de Belle-Île à l'époque, où étaient quelques familles Robichaud. Des familles Robichaud qui avaient deux frères qui avaient épousé les deux sœurs des Leborgne de Belle-Île, Françoise et Marie, dont des filles qui appartenaient comme à deux mondes finalement, parce qu'elles avaient des grands-parents abénakis, donc elles étaient métisses, elles parlaient français, abénaki, un peu d'anglais. Françoise, entre autres. Françoise de Belle-Île est une Acadienne très intéressante. Son mari apparaît très peu souvent dans les documents, mais c'est à elle que Paul Mascarène, gouverneur de la Nouvelle-Écosse, écrit dans les années 1740. Il y a presque un petit flirt entre les deux. Elle est mariée, lui aussi. Il dit qu'il ne faut pas qu'elle parle à son confesseur des lettres qu'il lui envoie. Et à un moment donné, en 1744, justement, lorsque les Français tentent de reprendre l'Acadie, elle, en raison de ses liens familiaux avec les Abénakis, le fait qu'elle appartient à une famille seigneuriale, elle a des vaisseaux, elle a des petits bateaux qu'elle envoie avec des Amérindiens dedans, combattre à côté des Français. Lorsque Mascarène va apprendre ça, il va dire « Est-ce que vraiment, c'est vrai? » Elle va dire « Non, c'est pas vrai, on voit la lettre, j'ai pas fait ça. » Alors qu'on a les factures qu'elle a envoyées aux autorités militaires françaises pour qu'ils lui remboursent l'utilisation de ces bateaux qu'elle leur a prêtés pour transporter les guerriers amérindiens. Elle est l'une des rares femmes acadiennes au moment du Grand Dérangement qu'on connaît, parce que lorsque les Britanniques, lorsque Monckton arrive ici et le jeune cinéaste Julien Robichaud a fait un petit documentaire qui s'appelle Burn Robichauds, il va écrire dans son journal « J'ai vu l'établissement des Robichauds et maintenant on continue sur la rivière, mais à ses soldats, burn Robichauds. » Donc on brûle tout, mais Françoise a pris soin d'aller dans la petite chapelle et de ramasser les objets sacrés avec elle, ce que lui reprocheront plus tard, après le Grand Dérangement, les Amérindiens Wolastoqiyik présents, qui jugeaient que c'était leur chapelle et qu'elle les avait comme volées plutôt que protégées finalement. Donc c'est une femme qui agit aussi de temps en temps comme interprète auprès des Britanniques. Donc les Britanniques la connaissaient avant. Les Britanniques, quand ils arrivent, contrairement aux Français, il n'y a presque pas de Britanniques qui est allé avec les Amérindiens pour apprendre la langue. Ceux qui connaissaient à la fois l'anglais, le français et les langues amérindiennes et qui avaient la confiance des différents groupes, c'était certains Acadiens et certaines Acadiennes également qui sont présentes, on voit leur nom de temps en temps, leur signature, sur des documents officiels comme interprètes. Un rôle quand même important parce que, je le rappelle, il faut avoir la confiance de tous les groupes pour être en mesure de faire passer le message et pour pas que les gens se sentent lésés, je dirais. Une autre qu'on connaît un peu plus dans la région de Shippagan, Félicité Cyr. Félicité Cyr, épouse de Jean-Baptiste Robichaud, elle est née en Acadie avant le Grand Dérangement
Pendant la déportation, elle va se retrouver en France, dans la région de Saint-Servant, tout près de Saint-Malo. Elle fera partie des quelques Acadiens qui vont accepter la grande aventure pour aller s'installer aux Malouines, hein, aux Falklands, au large de l'Argentine. Donc, c'est une aventure, elle ne va pas seulement traverser l'Atlantique, elle va faire les deux Atlantiques. Elle va revenir en France parce qu'il trouvait que finalement les Malouines, c'était pas le Pérou, si vous me permettez. Elles arrivent de nouveau en France pour accepter l'offre des Robins, cette compagnie de pêcheurs anglo-normands qui voulait peupler une partie de la baie des Chaleurs avec des pêcheurs qu'ils pourraient contrôler. Donc, les Robichaud, dont l'épouse Félicité Cyr accepte, ils vont aller en Gaspésie pour finir les jours à Chipagan. Je répète toujours l'histoire qu'elle devrait raconter en disant « Ok, Jean-Baptiste, on a assez, ça finit, là. On reste ici, là. » Après avoir été au Malouines, qui est allé au Malouines aujourd'hui avec le retour en bateau. Donc, elle représente, à un moment donné, tu sais, des fois, on dit « Oh, la déportation », mais pensez à quelques années dans une vie, c'est pas unique, je dirais, à ce point, mais quand même, de ces familles qui font ces traversées de l'Atlantique, des réinstallations avec des enfants, ça veut dire être enceinte, c'est pas être malade, mais quand même accoucher déjà dans un bateau au cœur de l'Atlantique, avec pas nécessairement de sage-femme qui vous accompagne, les enfants vont mourir ou vont presque miraculeusement survivre. Vous allez donc continuer, et comme elle, à Chipagan, que je vois ces petits-enfants dire « Ma mère, conte-nous encore l'histoire. » Non, non, c'est pas... c'est peut-être pour vous autres, c'est amusant, là, c'était pas... On pense qu'elle a emporté avec elle, qu'elle a conservé des objets de France, ce serait l'un des rares cas, mais ceci est un objet qui n'existait pas à l'époque. Cette faïence est possiblement la sienne, qu'elle aurait précieusement transportée avec elle. Et si ça existe encore, on peut imaginer, hein, si on se fait casser des souvenirs en voyage par les chers Air Canada, Carmen et Gilles apprécient tellement, si je me permets. On peut, toute l'attention qu'elle aurait donnée à ce petit bocal pour qu'il survive. Il y a même une bande dessinée qui a été faite sur l'Acadie, où elle est présente sur une page ou deux, donc sa mémoire n'est pas tout à fait disparue de la région de Chipagan. Jeanne Dugas. Jeanne Dugas, qui est un peu plus connue. Ceci, c'est la reconstitution de la maison de Joseph Dugas à Louisbourg. Jeanne Dugas est née dans une maison du genre en 1731. Elle fait partie d'une de ces rares familles qui, après 1713, ont décidé d'abandonner l'Acadie pour s'installer à Louisbourg. Son père était un charpentier, il devient un petit commerçant. Son épouse était Marguerite Richard. On a ici une fille qui, à l'âge d'1 an, perd à la fois son père, ses sœurs, des domestiques au cours de la petite vérole. Des fois, ça arrivait qu'une partie de la famille disparaissait. Sa mère va se remarier, ils vont se retrouver dans la région de la Restigouche au moment des dernières batailles du Grand Dérangement, comme beaucoup de familles acadiennes, dans la région de Pointe-à-la-Croix, de Petite-Rochelle. Ces familles sont capturées par les Britanniques et transportées comme prisonniers au Fort Beauséjour, que les Britanniques avaient baptisé Fort Cumberland. Elle va retourner avec sa famille en Gaspésie. Elle aussi arrive à Chética. Et là, à Chética, on reste ici pour la fin. Elle va rencontrer l'évêque de Québec en 1812 lors de sa tournée pastorale, Monseigneur Plessis, qui a écrit un journal très détaillé de cette visite. Elle a épousé un Pierre Bois, donc elle est identifiée comme Jeanne Bois. Et elle va dire au prélat que dans sa vie, elle a déménagé comme 17 fois, mais qu'elle ne s'est jamais couchée sans avoir mangé. Donc, moi, je le voyais comme une pointe d'humour, mais on peut le voir aussi du fait que ces mères de famille ont pris soin de leurs enfants, les ont nourris aussi dans des moments où on avait soit des disettes, soit que les Britanniques coupaient les vivres aux Acadiens
pour les forcer comme prisonniers à prêter un serment d'allégeance. Donc, je dirais, des défis, des problèmes supplémentaires au fait que de garder la protection des enfants, surtout des jeunes filles, dans des milieux très hostiles. Une autre femme qu'on connaît un peu, qui est très intéressante par sa force de caractère, Nanette Melançon. Nanette Melançon, après le Grand Dérangement, on oublie qu'en 1764, pendant quelques années, il y a beaucoup de familles acadiennes qui vivent à côté du fort Beauséjour, à côté du fort Edward, qui est dans le bout de Windsor, en Nouvelle-Écosse. Les Britanniques les surveillent militairement. Ils ont des subsides, des vivres de l'armée qui permettent de survivre, surtout l'hiver. À un moment donné, les Britanniques décident qu'ils en ont assez, vont justement couper les vivres pour que les Acadiens s'en aillent, se débrouillent eux-mêmes en plein hiver, sans avoir de vivres, ou prêtent le serment d'allégeance. Ils vont refuser de prêter le serment d'allégeance, et c'est à ce moment-là que Nanette Melançon, une Acadienne, mariée, mère de famille, regroupe les femmes et vont voir le responsable de leur emprisonnement, qui est un huguenot français, bien sûr, qui travaille pour les Britanniques, Isaac Deschamps. Isaac Deschamps, en bon tracadie, comme notre mère, pique une crise et dit « c'est affreux, vous vous demandez, vos maris sont des traîtres, ne veulent pas faire ça, au contraire, on devrait juger comme des criminels, etc. » Elle réussit avec les femmes, néanmoins, à réavoir les vivres pour un certain temps comme négociatrice. La légende, selon l'historien Paul Surette, la tradition familiale plutôt va dire qu'en arrivant à la maison, qu'elle se met à danser. On a gardé dans la famille de ces Melançon cette tradition de cette femme Nanette, dont on ne connaît pas beaucoup après, mais qu'on voit aussi comme étant des femmes qui ne sont pas vraiment des modèles pour jouer Évangeline, qui sont plutôt des femmes de caractère, et surtout lorsqu'elles sont les premières responsables de nourrir leur famille. Hein. Donc il y a cette force de caractère qui joue. J'aime souvent montrer ceci à Ginette Pellerin, ma bonne amie. C'est Vénérande Pellerin. Vénérande Pellerin et son mari François Ramboisé. De toutes les régions qui ont accueilli les Acadiens, les Acadiennes au moment du Grand Dérangement, c'est probablement au Québec où il y a une mobilité sociale qui s'est manifestée chez la part de plusieurs familles acadiennes qui arrivent avec presque rien et à la génération suivante se retrouvent avec des notaires, des chirurgiens, des membres de l'Assemblée législative. Elle, Vénérande Pellerin, elle a été déportée avec sa famille au Massachusetts et après la paix de Paris, après la guerre, hein, où la Grande-Bretagne gagne finalement, capture le Canada, beaucoup d'Acadiens du Massachusetts ont remonté et se sont installés vers le Québec. Trois-Rivières, la vallée du Richelieu, l'Assomption, Montréal, Québec comme tel. Elle s'installe à Québec, elle fait la rencontre de François Ramboisé, l'un des grands orfèvres de Québec. Ils vont donc vivre dans la haute ville de Québec avec ses enfants. Un de ses enfants sera missionnaire. À mon avis, c'est la seule Acadienne que nous avons, dont nous avons une représentation. C'est la seule déportée du temps. Donc, c'est un Heers, H-E-E-R-S, qui a fait les toiles du couple, qui a fait les toiles des enfants, qui démontrent aussi leur revenu hein, dans la haute ville de Québec. Elle est la cousine de Vénérande Robichaud. C'est Robichaud qui se sont installés à Néguac. Elle est avec ses sœurs à Québec. Elle a reçu une bonne éducation et c'est à la seule, à mon avis, qui fait un commentaire, n'en déplaise à mon collègue sociologue Joseph-Yvon Thériault, qui se bouche toujours les oreilles quand je lui en parle, sur la notion d'une Acadie vivante mais perdue. Elle écrit à son frère, lorsqu'un général arrive pour gouverner finalement ce qu'on appelle le Canada, qu'il aurait cru que notre pauvre Acadie, qu'ils nous ont volée, serait devenue d'une assez grande conséquence pour être commandée par un prince
malgré tout cela, les Anglais paieront peut-être les peines qu'ils nous ont causées. Alors, il écrit ça dans une lettre en 1799, avec une conscience quand même d'avoir appartenu à une région qui n'était pas seulement une autre région, et qu'elle a sa correspondance la plus riche de l'époque nous laisse savoir finalement beaucoup de choses sur elle. Comme ses sœurs, elle sera célibataire jusqu'à la fin, une expression qu'on peut plus utiliser, mais est-ce que quelqu'un du bureau des grands bureaux, des vieilles filles, comme je suis un vieux garçon, je peux utiliser le terme de vieille fille. À l'époque, elle a été courtisée par d'autres parce qu'elle avait des sous, mais elle écrit à son frère qu'elle préfère rester, mais elle était malheureuse d'être seule, mais elle ne voulait pas non plus se marier. Elle va demeurer chez son frère dans le Vieux-Québec. L'édifice est toujours, si vous voyez où est la basilique, il y a tout un assemblement de magasins. C'est à l'un des étages où elle a vécu avec une partie de sa famille. La plus connue, c'est probablement Tante Blanche. Au Madawaska, Tante Blanche, elle n'a pas été déportée. Eux, c'est Leblanc, ils ont fui la région de Grand-Pré par la rivière Saint-Jean pour s'installer au Madawaska, où elle est devenue, au moment d'une genre de disette, dans les années 1790, un peu une leader de la communauté pour nourrir la communauté. Sa mémoire a été conservée, elle a été reprise par des écrivains. Serge Patrice Thibodeau en a fait une petite biographie. Je pense qu'il s'est aperçu en cours de route que c'est pas évident d'écrire des biographies de ces gens-là parce qu'on a relativement peu d'informations. Aude de temps Vénérande est une exception sur 2-3. C'est d'ailleurs l'une des rares acadiennes du Grand Dérangement qui a une biographie qui lui est consacrée. Elle a un musée à Madawaska-Main, elle a même une sculpture et, watch-toi Évangeline, elle a même une bière. Alors, la Tante Blanche aujourd'hui, pour ceux et celles, peut-être pas la majorité, qui tournent la bouteille de bord, comme on dit, pour voir qui elle était, mais c'est l'un des rares endroits où on a une mémoire très vivante, peut-être exagérée, comme c'est souvent le cas de ce genre de tradition, mais contrairement à Évangeline, c'est quelqu'un qui a réellement vécu, qui a eu des enfants et qui est, je dirais, toujours présente à ce moment-là. En Nouvelle-Écosse, à la baie Sainte-Marie, on en a une autre, Madeleine Leblanc. Madeleine Leblanc qui a été le sujet de... je vais saluer Lorraine Légère, où est-ce qu'elle est Lorraine Légère? Qui a écrit un livre sur André à Tadébourg. Et dans André à Tadébourg, il parle justement de Madeleine Leblanc, de l'abbé Sainte-Marie. OK. Allez. Ça a été repris comme pièce de théâtre. Madeleine Leblanc, la tradition familiale, elle a été déportée au Massachusetts, ils reviennent. La famille est très découragée en arrivant à la baie Sainte-Marie. C'est de la roche, ce sont des arbres. C'est certainement pas les terres de Grand-Pré ou de la vallée d'Annapolis. À 19 ans, elle aurait pris une hache pour couper un arbre en disant « Bon là, il faut arrêter de pleurer, il faut reconstruire ». Comme ma grand-mère basque aurait dit « Allah » pour talon. Lorsqu'elle nous trouvait qu'on ne bougeait pas, alors Allah ». Autre chose, Madeleine Leblanc, on a créé à la baie Sainte-Marie une association, Madeleine Leblanc, pour se souvenir finalement de cette femme. On la voit de temps en temps dans des festivals où on fait allusion à elle, mais encore une fois, un peu comme les Tantes Blanches au Madawaska, comme Nanette Melançon un peu l'était dans la région du fort Edward. En passant, ces Acadiens vont principalement ensuite déménager dans la région de Memramcook pour être... C'est pas des gens qui ont été... Beaucoup de ces femmes n'ont pas été déportées. Hein. Beaucoup, c'est une image aussi qu'on a grandement exagérée. Il y a des milliers d'Acadiens et d'Acadiennes qui n'ont pas été déportés. Ils ont fui, ils ont résisté, ils se sont fait attraper pour plusieurs, enfermés dans les forts, sortis après, mais ils n'ont pas connu l'exil du côté européen ou du côté des colonies anglaises ou encore plus loin en Guyane ou dans les Antilles.
Belle-Île-en-Mer, hein, les Melançons, la maison Melançon de Belle-Île-en-Mer, parmi les plus vieilles maisons acadiennes au monde, à cause du grand dérangement, se retrouvent en France, dans l'île bretonne de Belle-Île-en-Mer, où on a conservé et on a conservé aujourd'hui ce style de maison. On n'a pas le droit de construire à Belle-Île-en-Mer plus haut que ces maisons-là. Alors, si vous voulez faire un genre d'ajouter quelque chose, la nouvelle partie doit arrêter là. Donc, c'est vraiment très, très beau. Les maisons des Leblanc, souvent, on a le nom de la famille sur une espèce de fronton en haut de la porte. Le nom de la famille est là. Dans Belle-Île-en-Mer, il y a quelques familles, grâce aux femmes, bien sûr, qui ont conservé cette idée qu'ils appartiennent à la grande famille acadienne de par les récits que faisaient les grands-mères. Et ça remonte, on le voit d'ailleurs dans le beau film de Léonard Forêt sur les Acadiens de la dispersion. Il est à Belle-Île, il rencontre des gens, des couples, et qu'il y en a une vieille Belle-Îloise qui raconte les histoires de sa grand-mère, qui elle avait retenu des Acadiens finalement. En Normandie, ce qui est intéressant aussi, et j'achève, on retrouve dans la région de Cherbourg beaucoup de familles acadiennes. La Normandie a accueilli beaucoup de familles acadiennes. Certaines sont restées, d'autres sont éventuellement parties pour la Louisiane ou ailleurs. Mais à Cherbourg, lorsque plusieurs dizaines de familles acadiennes arrivent, elles sont en partie du Cap Sable, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Et qui est leur chef? Ben, le document dit que leur chef, c'est Marie-Joseph d'Entremont. Je salue ma bonne amie d'Entremont. Les d'Entremont, famille reconnue comme noble en Acadie. C'est pour ça que les femmes d'Entremont étaient assez populaires auprès des officiers français à Louisbourg, hein, quand ils voulaient se marier puis ils ne voulaient pas attendre la traversée de l'Atlantique. Les d'Entremont étaient les seuls qui étaient sur la barre, conforme à l'appartenance au groupe noble, mais elle est une veuve de René Landry, mais c'est quand même elle qui est désignée comme étant la chef de la nation acadienne, hein, donc du groupe acadien qui arrive à Cherbourg et qui apparaît la première sur ce qu'on appelait les rôles, c'est-à-dire l'argent, les vivres qui sont distribués par le roi à ses anciens sujets, ce qui n'est pas vraiment le cas. Vous ne serez pas surpris que quand la Révolution française déclenche, que les bons sujets royaux français de Sa Majesté, acadiens de Sa Majesté, sont parmi les premiers à se déclarer citoyens de la République et qui continuent à avoir de l'argent du gouvernement révolutionnaire. Donc, c'est bien sûr les vivres qui sont importantes dans ce cas-ci, beaucoup moins que l'appartenance politique. Il y a tout un mémoire qui a été fait de maîtrise sur les veuves et leurs familles dans la région de la Louisiane, qui a été une autre dimension, une autre expérience dans un nouveau climat, dans un nouveau contexte, avec d'autres catégories sociales. En Louisiane, ce sont des femmes, des Acadiennes, qui ont, avec elles, emmené et apporté tout un bagage de la langue acadienne de l'époque, mais aussi ce que peut-être que les linguistes ou les sociolinguistes avaient moins identifié. Beaucoup de ces Acadiennes en France ont marié des Français. Et l'accent français, les accents français de l'époque, régionaux, ne se perdent pas seulement en traversant l'Atlantique. Je crois qu'il y a beaucoup d'Acadiens qui ont perdu l'heure en revenant de Paris dans un vol de 7 heures. Peut-être qu'à l'époque, c'est un peu plus long. Donc, elles apportent avec elles aussi cette nouveauté. Donc, le groupe acadien en Louisiane, en raison de ces mariages, ne sera pas vraiment le même que le groupe acadien, par exemple, qui reprend vie ici en Acadie, ou encore ceux au Québec qui ont beaucoup marié dans les familles canadiennes françaises. Alors, c'est un survol assez rapide et aussi peut-être un petit plaidoyer que finalement, on sait qu'il y a beaucoup de potentiel, mais il y a des histoires, des parcours, je pense, qui méritent d'être connus
Et il y a toute cette contribution où on passe rapidement, oui, les femmes, la langue maternelle, de génération en génération, mais de cette époque, finalement, la conservation des histoires qui remontaient avant le grand dérangement, de toutes des traditions également, on les doit beaucoup à ces femmes très fortes, des Rosie Roger avant la lettre, et qui fait qu'encore aujourd'hui, bien, c'est une culture qui s'exprime en français, mais qui a un bagage finalement culturel très très riche en raison, entre autres, de ces femmes résilientes. Je vous remercie énormément de votre attention et merci beaucoup d'être venu à une aussi belle journée. Je vous souhaite un bon 8 mars et une bonne fin de semaine. Merci.